Avant tout, quelques messages personnels, comme aurait pu dire la France libre. Non, plus sérieusement, j'en profite pour souhaiter une bonne rentrée à tous mes collègues enseignants, puisque c'est aujourd'hui, et je leur souhaite une très belle année scolaire. Maintenant, nous allons revenir, après cette dédicace, aux principales réalisations du système serré de rivière. Pourquoi? Eh bien parce que la première fois nous avons vu les raisons de l'édification d'une nouvelle ligne cohérente de fortification en France. Nous étions après la défaite de 1870-71. Celle-ci, vous vous souvenez, je vous renvoie aux vidéos qui la concernent, avait été très mal vécue, a amené ce qu'on appelle la revanche et est liée à 1914. Je résume à gros traits, hein. Mais on s'était posé la question de savoir pourquoi la France avait perdu cette guerre alors qu'elle était considérée comme la meilleure armée du monde. Et l'une des réponses apportées avait été de construire une nouvelle ligne de fortification, un peu comme Vauban avait pu le faire sous Louis XIV. On avait dit ça, on avait vu quel était le climat en France, quelles étaient les structures mises en place, les crédits votés qui ont permis ces réalisations, et j'avais terminé en parlant de l'homme qui a dirigé les travaux, qui a donné son nom à tout l'ensemble, et qui est le général Serré de Rivière, avec un S à la fin, de Rivière. Donc ça c'était la première fois. Cette deuxième vidéo, elle, sera en fait l'occasion de voir les principales réalisations de Serré de Rivière, avant que je ne revienne sur les limites de son système, car il y en avait. J'ai parlé de principales réalisations, mais en fait, au cours de cette vidéo, on va se concentrer sur la première ligne de défense de tout le système, qui est face à l'ennemi désigné, qui est face donc à l'Allemagne. Il y a une deuxième ligne qui devait servir un peu de protection secondaire au cas où, et des ouvrages plus ponctuels qui étaient bâtis sur des frontières beaucoup moins menacées à l'époque, mais que l'on continue à surveiller, qui sont celles avec l'Italie, donc dans les Alpes, et celles avec l'Espagne, donc dans les Pyrénées. Donc cet article, ou plutôt cette vidéo, est justement couplée par un article plus précis sur mon site qui concerne les forts modèles 1874-1875. Donc Serré de Rivière a bâti un système dont on va parler aujourd'hui, dont j'ai déjà parlé la dernière fois, et si vous voulez avoir plus de détails sur le fort en lui-même, sur le fort qu'il bâtit, qu'il fait construire, sur ses caractéristiques, sur les matériaux de sa construction, sur l'armement dont il dispose, sur ses missions, je vous renvoie à mon site d'histoire militaire où il y a un article plus précis dessus, parce que j'essaye d'articuler les vidéos et le site pour que vous ayez des informations un peu complémentaires sur les deux supports. Donc un article sur ce fort modèle 74-75 qui est le fort type du système, et je l'ai illustré avec celui de Seclin. Donc Seclin, c'est proche de Lille, c'était un des forts de la ceinture fortifiée de Lille, qui a été remis en état par une association de bénévoles que l'on peut visiter, qui est très intéressant. Il y a notamment une très belle collection aussi d'objets de 14-18, mais surtout on peut voir la manière dont il a été construit, la cour intérieure, les emplacements de tir, le tout par une équipe qui est assez dynamique et très sympathique. Et je me permets de faire la publicité pour ce fort, donc qui est aussi l'un des seuls au monde, plutôt en France puisque Serré de Rivière n'a pas bâti ailleurs qu'en France, eh bien à disposer de ces installations initiales, puisqu'on le verra au cours d'une dernière vidéo que le système Serré de Rivière a eu des limites, donc il a fallu repenser les forts, les reconstruire. Et bien celui de Seclin, non. Donc si vous voulez voir un fort Serré de Rivière dans son état d'origine, allez-y. En plus, vous pourrez profiter pour aller au Louvre-Lens, pour faire la citadelle de Lille, pour faire des champs de bataille 14-18. Il y a énormément de choses à voir dans le nord. Fin de la parenthèse. Donc, j'ai dit qu'on se concentrerait sur la première ligne de fortification, et tout à fait, c'est le cas. Parce que vous vous en doutez, les édifices dont je parle aujourd'hui sont essentiellement destinés à protéger la frontière de l'Est, dans une moindre mesure celle du Nord, d'une nouvelle invasion allemande. Pourquoi? Eh bien, l'une des principales causes de la défaite de 70, vous vous en souvenez certainement, c'est que la mobilisation française a été très mal faite. Par exemple, mettons un régiment d'infanterie, un chiffre au hasard, je ne sais pas, tel régiment est mobilisé à Strasbourg. Ça veut dire que les cadres, les unités sont à Strasbourg. Voilà, eh bien, beaucoup d'hommes qui devaient rejoindre le dit régiment en 1870,
étaient mobilisés à Marseille, à Albi, je ne sais pas où. Ça veut dire que les cadres des régiments et la structure ont été destinés dès le début à faire la guerre contre la Prusse dans l'Est, mais que tous les hommes qui les composaient et le matériel venaient de toute la France. Ce qui avait été très mal pensé, très mal fait, ce qui avait qu'il y a eu un encombrement incroyable des routes et des chemins de fer, que beaucoup d'unités n'avaient pas leurs munitions, n'avaient pas leur matériel, qui était resté en arrière. Là où les Allemands mobilisaient les unités et les concentraient, ça veut dire les formaient, en même temps, puisque, je vous l'avais expliqué sur une vidéo de l'armée prussienne, que le recrutement était régional, ce qui fait que les troupes se concentraient, se formaient sur place et rejoignaient ensuite le champ de bataille, ce que n'avait pas fait la France, elle avait fait pratiquement l'inverse. Donc je ne reviens pas là-dessus, mais c'était une des principales causes de la défaite, et la première ligne de défense du système serré de rivière doit justement donner du temps à la France pour réussir sa mobilisation et la concentration de ses forces. C'est une couverture. Il ne s'agit pas d'empêcher totalement l'ennemi de passer, mais de donner du temps au pays pour se préparer à faire la guerre. Donc les ouvrages les plus puissants et les plus nombreux se retrouvent donc proches de l'Allemagne, qui est l'ennemi déclaré de la France à l'époque, même si je vous l'ai dit, il reste des tensions avec l'Italie et évidemment avec l'Angleterre, jusqu'à l'entente cordiale de 1904. Mais l'ennemi désigné, déclaré, celui sur lequel on veut prendre la revanche, c'est le terme récupéré, les territoires perdus en 71, l'Alsace-Moselle, eh bien c'est l'Allemagne. Puisque la Prusse a réussi à fédérer autour d'elle, vous vous souvenez, l'ensemble des États allemands et créer un empire allemand, même si il reste un roi de Bavière, etc. Le tout est chapeauté par cet ensemble qui est l'Allemagne, dirigée par le roi de Prusse. Donc ça, c'est d'autant plus important que l'ennemi fait de même à l'époque. Donc là, on va faire une autre parenthèse. Vous savez, ce ton de vidéo est plus libre, il me permet de prendre du temps pour expliquer bien les choses, poser le décor, et poursuivre cette maxime que j'aime beaucoup, qui m'a été enseignée en licence d'histoire, il n'est d'histoire que comparatif. On ne peut pas comprendre, je le dis souvent, une période, une époque, un pays, sans voir ce qui s'est fait en même temps à côté. Donc les Français protègent leurs frontières par un système de fortification qui doit leur permettre de se mobiliser. Eh bien, les Allemands font à l'époque de même. C'est très important, il y a un équivalent serré de rivière allemand. Je vous renvoie là encore aux vidéos sur la guerre 70, notamment les dernières qui vous parlent des conséquences. Et il y a notamment une fameuse lettre que Bismarck a envoyée à l'impératrice Eugénie, et dans laquelle il dit que finalement l'Alsace-Lorraine ne l'intéresse pas tant pour le fait qu'elle abrite des gens qu'il considère comme germaniques, donc les Alsaciens et les Lorrains, mais surtout que ça lui permet en fait de créer un glacis protecteur. Où est-ce que je veux en venir? Eh bien Bismarck craint la France, il la craint parce que c'est un pays puissant. Dès 1875, il envisage à nouveau de l'attaquer parce qu'elle se redresse trop vite, mais il est modéré par le tsar et ça ne s'est pas fait. Vous savez, la France n'a pas été en guerre avec l'Allemagne avant 1914, mais il entend faire de l'Alsace-Lorraine une sorte de zone tampon pour protéger le reste de l'Allemagne des troupes françaises. En cas de guerre entre la France et l'Allemagne, il veut que les combats se concentrent, soit en France évidemment, c'est son objectif, soit en Alsace-Lorraine, pour épargner le reste du territoire allemand. Donc ce territoire devient une sorte de tampon, de rideau protecteur, et comme serré de rivière, il fait construire, et plus tard c'est suivi par les autres gouvernements, des forts, des fortifications, pour faire la même chose que chez nous. Donc par exemple, les Allemands reprennent les forts français comme ceux de Metz, qu'ils reprennent, qu'ils améliorent, qu'ils reconstruisent, et créent une nouvelle ligne que l'on peut encore visiter aujourd'hui. Donc c'était fait en années 1880, 90 et après. Un des meilleurs exemples de ces forts, c'est le fort de Mutzig, M-U-T-Z-I-G, près de Strasbourg. Et vous pouvez le visiter pour comprendre que les Allemands ont fait la même chose que nous. Or, serrés de rivière, la France et l'Allemagne ne sont pas les seuls à cuirasser leurs frontières. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ceci fait partie d'un état d'esprit général. On parle souvent de course aux armements, mais il y a aussi des courses aux fortifications. Je vais parler de la France, je viens de parler de l'Allemagne, mais n'oublions pas, à titre de comparaison, que la Belgique entreprend elle aussi un travail de défense, un vaste travail de défense, pour protéger ses frontières, parce qu'elle aussi, elle se méfie de l'Allemagne, même si elle est neutre. Donc ça, c'est symbolisé par les forts de Liège,
qui sont construits à la fin des années 80, au début des années 1890. Or, Liège est près de la frontière allemande et ils sont construits comme les Français, on va expliquer comment, et doivent protéger la grande route qui mène de l'Allemagne vers Liège, vers le reste de la Belgique et vers la France. Et d'ailleurs, ceux-ci ont fait leur travail en 1914, et la ville, pour sa défense, a même été décorée de la Légion d'honneur. Si vous voulez en savoir plus sur ces forts allemands de l'époque, qui sont le pendant des forts français, allez dans l'Est, et pour les forts de Liège, allez à Liège même. En ce moment, il y a deux très belles expositions, même si elles sont chères, et un peu trop monumentales, ils entendent faire de l'argent avec, mais il y a quand même deux très belles expositions sur 14-18 à Liège, dont l'une est dans la gare des Guillemins, mais il y aura des photos sur mon site. Donc vous voyez, tout se tient. Les Français, les Belges, les Allemands protègent leurs frontières menacées pour permettre à la mobilisation de bien s'effectuer. Donc revenons à nos moutons cuirassés si j'ose dire. Cette première ligne de fortification de Serré de Rivière va donc du Jura à la Meuse pour protéger à la fois la mobilisation et Paris. Ça, c'est un leitmotiv français depuis que Paris est choisi pour capitale, en gros, la protéger en repoussant la frontière à l'est et au nord et en créant des ouvrages fortifiés sur celle-ci. Puisque Paris, c'est la tête du gouvernement, même si c'était Versailles pendant longtemps, ça me ferait la même chose, c'est pas très loin. Et donc, il faut la protéger, c'est la capitale. Donc cette première ligne s'appuie sur les cours d'eau, comme la Meuse, s'appuie sur le relief, comme le Jura, et sur quelques zones très puissamment renforcées, ce qu'on appelle les zones fortifiées, notamment Verdun et Toul. Oui, déjà Verdun. Les combats de Verdun, pendant la Première Guerre mondiale, se sont faits également sur des forts serrés de rivière. J'expliquerai dans la dernière vidéo qu'ils ont été modernisés puisqu'il y a eu une révolution qui les a déclassés d'un seul coup, mais n'anticipons pas. Mais vous voyez, 14-18, c'est lié à tout ce que je suis en train de vous dire maintenant. Et les régions de Verdun et de Toul sont concernées directement par cette œuvre de fortification. Donc, prenons la ville de Verdun par exemple. En 10 ans de travaux, qu'est-ce qui s'est passé? On a rebâti une puissante forteresse centrale et autour d'elle 18 forts en cercle concentrique. Donc ça veut dire qu'à l'époque, il n'y a pas de fortification, comment dire, une ligne ininterrompue de forts. On fait un ouvrage central très puissant autour desquels sont des forts qui sont bâtis en cercle, qui sont isolés et indépendants les uns des autres, mais qui peuvent se couvrir de leur feu, qui protègent les routes et les voies d'accès vers la forteresse centrale et donc vers l'arrière, puisqu'ils peuvent tirer en toutes les directions et entourent la ville. Pour plus de détails, je vous renvoie sur l'article sur mon site. Donc, ça, c'est comment ça que ça se passe. On construit des zones puissamment fortifiées, des forts autour de celles-ci, et entre les deux, des ouvrages dits de liaison. Donc ça permet qu'il y ait toujours un édifice qui bat de son feu les espaces entre les zones très puissamment fortifiées comme Verdun, tous les autres qu'on va citer. Donc ça c'est le système. Et enfin, à la frontière, pour le compléter, d'autres ouvrages sont construits, plus petits, moins armés, et qu'on appelle des forts d'arrêt. Du verbe arrêter. Leur but est d'arrêter l'ennemi un certain temps pour laisser aux autres le temps de se préparer. Donc évidemment, vous vous doutez bien que ce sont des endroits qui sont destinés à connaître en tout premier le feu, qui sont un petit peu sacrifiés, ils sont juste à la frontière, sont les premiers à connaître les troupes ennemies, mais ils permettent par leur sacrifice aux ouvrages les plus importants de se mettre en état de défense, ceux-ci permettant eux-mêmes par la suite à la mobilisation de s'effectuer. Vous voyez, tout est lié, tout se tient. Cette première ligne est donc puissante, cohérente, elle s'appuie sur le relief, comme je vous l'ai dit, mais aussi sur la forêt. Donc là, je vais rester un petit peu là-dessus. Pourquoi? Eh bien parce que vous savez que les forêts sont très importantes en France, et notamment dans l'Est. Puissant, c'est pas le terme, il y a de grands massifs forestiers qui offrent une couverture, qui ralentissent l'ennemi, et qui ont fait l'objet d'une polémique depuis les années 1850-1860. Pourquoi? Eh bien, parce que la France est l'un des plus grands pays industriels de l'Europe et surtout un pays ferroviaire. Napoléon III a concentré les compagnies ferroviaires françaises en quelques grands ensembles.
pas encore la SNCF, mais on en prend le chemin, et surtout la France, devant l'Angleterre, ne l'oubliez jamais, devant le Royaume-Uni, est le pays qui possède le plus de voies ferrées au monde à l'époque, enfin en Europe du moins, donc dans le monde. Et plus de voies ferrées sous Napoléon III qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on se concentre sur quelques grands axes, la politique de la SNCF est de privilégier le TGV, etc. On va pas faire de géographie actuelle, mais tout est lié. Donc, ces forêts empêchent la construction d'usines, la construction de routes, la construction de chemins de fer, et le grand débat dans les années 1860-1880, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces forêts? Est-ce qu'on les garde comme les militaires le demandent pour protéger la frontière, pour offrir une couverture, ou est-ce qu'on les rase, on les déboise pour construire des usines, des logements, etc., etc. Donc vous voyez, les militaires entendent en garder une partie, ce qui est fait pour ralentir l'adversaire, pour l'observer, pour faire une couverture aux troupes. Donc ça, c'est l'un des grands débats de l'époque, et les forts s'appuient quand même sur ce qui reste des grandes forêts de l'Est. Donc cette première ligne doit permettre un ralentissement de l'ennemi, le temps que l'armée passe du temps de paix à celui de guerre, mais ce n'est pas une ligne continue, comme je vous ai expliqué, c'est des forteresses centrales, gardées par des forts détachés, qui se relient entre eux par des forts de liaison, qui ont une toute première couverture à la frontière qu'on appelle les forts d'arrêt, mais entre les grandes zones fortifiées, il reste quelques voies de pénétration dans le territoire national. Pourquoi? Eh bien parce qu'on n'a pas les moyens ni la technique, plutôt on n'a pas l'envie, ce n'est pas la doctrine de l'époque, de faire une ligne continue. Donc l'idée est d'amener les ennemis à ne pas attaquer frontalement les zones fortifiées, parce que ça lui coûterait trop d'hommes, trop de matériel, de se concentrer sur les quelques voies qui restent entre ceux-ci, pour qu'ils les empruntent, et ensuite de les détruire en concentrant les forces disponibles à cet endroit. C'est ça l'idée, on a encore le mythe de la bataille destructrice, de la bataille décisive, un peu napoléonienne comme Austerlitz, amener l'ennemi à se battre où l'on veut, quand on veut, et le détruire à cet endroit en concentrant les forces. Donc ça permet à la fois de protéger la mobilisation et ensuite de diriger l'ennemi vers l'endroit où l'on veut le vaincre. Donc c'est pour ça que cette première ligne opère en liaison directe avec les camps de Dijon et de Langres, donc le plateau de Langres, où se concentrent les troupes. Donc vous voyez, ce n'est pas un simple rideau à la frontière, il y a derrière de puissantes connexions avec les centres mobilisateurs de Dijon et de Langres, où les troupes se concentrent, se mobilisent et ensuite partent pour le front. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est général, à part Verdun et Toul dont j'ai parlé, cette ceinture de forts, première ligne, s'appuie sur des nœuds routiers et un puissant réseau ferré. C'est tout un arrière-pays qui permet de diriger les hommes rapidement vers l'est, vers l'endroit menacé. Donc l'un de ces nœuds ferroviaires les plus importants et les plus connus, celui d'Épinal. Donc, vous savez, Épinal, c'est là qu'existe l'imagerie d'Épinal, cette fameuse imagerie sur laquelle je ne vais pas revenir parce que c'est trop connu. Eh bien, Épinal est aussi un nœud routier important qui permet de déplacer, ferroviaire, qui permet de déplacer les hommes rapidement. Donc la ville des fameuses images est donc protégée par 17 forts, et vous voyez que la communication est quelque chose de très important à l'époque. On utilise le train de manière militaire depuis l'invasion, enfin, je parle l'invasion, depuis la participation, petit lapsus, française à la guerre d'Italie en 1859. Donc là, cette ceinture n'est pas un cul-de-sac, elle est reliée au reste du pays, et les nœuds ferroviaires routiers sont protégés. Donc elle se poursuit en Moselle et même jusqu'à la frontière suisse. Et cette ligne, cette première ligne, s'appuie sur des camps éprouvés comme Belfort ou Besançon. Donc Belfort et Besançon étaient deux anciens camps, deux anciens endroits fortifiés en France qui se sont très bien battus en 1870-71. Belfort a été défendu par d'Enfer Rochereau, c'est pour ça qu'il y a une place d'Enfer Rochereau à Paris, qu'un lion, le lion de Belfort, symbolise cette défense. C'est tellement bien défendu, puisque les Allemands ne l'ont pas prise, qu'elle est restée française en 1871, c'est pour ça qu'elle a été détachée du reste et que ça forme encore aujourd'hui le territoire de Belfort. Donc cette ligne réussit à s'appuyer sur ce qui reste de ce que l'Allemagne n'a pas annexé, la citadelle de Belfort et les camps qui sont autour, ou Besançon. Si vous allez un jour à Belfort, je vous conseille d'ailleurs de visiter la citadelle et vous comprendrez pourquoi elle n'est pas tombée. Elle est bâtie sur un éperon rocheux, elle est puissamment défendue, avec acharnement même, et
À l'époque, donc, la ligne s'intègre dans ce système de ce qui reste. Donc, les ouvrages qui datent quand même de Vauban, en grande partie à Belfort, au Besançon quand même, hein, c'est assez ancien, sont rajeunis, ont fait des réfections de vieux forts et même ont construit de nouveaux ouvrages. Donc vous voyez, c'est un ensemble qui est cohérent, qui s'appuie sur la frontière, sur le cours d'eau, sur le terrain, sur ce qui reste d'avant, qui est relié à l'arrière-pays, qui est directement lié à la mobilisation et qui doit permettre à la France de tenir dans les premières semaines de la guerre. Cette ligne est la plus avancée et la plus puissante, et on va voir au cours d'une troisième vidéo qu'il en existe une deuxième en cas de secours et des ouvrages plus ponctuels. Mais nous reviendrons là-dessus la prochaine fois. Je vous remercie encore pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux, ce qui prouve que l'histoire militaire est quelque chose qui intéresse, même des sujets un peu moins connus, comme cette ligne de fortification, ce système serré.